La coalition de gauche est unie, reste unie. Vous êtes sûr de cette coalition et cette union? Alors, déjà, elle existe. Et la ligne éditoriale des journaux français est très hostile à la gauche en général, mais en particulier à une gauche qui a adopté un programme qui est considéré comme radical, comme un programme de la gauche radicale. Et de fait, il est vrai que le programme du Nouveau Front Populaire emprunte beaucoup au précédent programme de la NUPES, qui lui-même empruntait beaucoup au programme L'Avenir en commun que j'avais porté à l'élection présidentielle de 2022. Il y a une certaine légitimité que ce soit comme ça, parce que dans la grande élection nationale, c'est ça qui s'était exprimé, puisque j'ai rassemblé 22% des suffrages, le Parti socialiste 1,67%, le Parti communiste 2,3%, et les écologistes un peu moins de 5%, donc 22 d'un côté et les autres à cette distance. Il y avait une légitimité. Ce n'est donc pas, si vous voulez, c'est pas un rapport de force personnel qui a joué. La coalition de gauche était donnée pour perdue. C'est-à-dire que la NUPES avait explosé en vol pendant la période qui a suivi nos accords de 2022. C'est d'abord les socialistes qui ont décrété au moment des révoltes urbaines un moratoire, sans dire ni pourquoi ni pour combien de temps. Ensuite, ce sont les Verts qui ont interrompu en partie le travail. Bon, voilà. Enfin, tout le monde était persuadé que c'était fini. Mais quand s'est présentée l'élection, qu'il y a eu la dissolution, nous n'avons mis que 24 heures à nous remettre d'accord pour faire une coalition. Alors, ensuite, il nous a fallu 48 heures pour nous mettre d'accord sur le programme. Nous avons battu des records, mais c'est donc que la base était là, qu'elle existait. Alors on a dit c'est l'intérêt électoral commun qui a soudé le Nouveau Front Populaire. Ben, pourquoi pas? Où est le problème? Nous sommes des partis différents. Mais à un moment donné, nous avons tous assumé la responsabilité devant notre pays. Tout le monde nous disait que l'extrême droite allait gagner. Donc on s'est dit, notre devoir, c'est de nous unir pour créer une digue et pour être une alternative crédible, pour que les gens puissent se dire, ah bah déjà ils sont sérieux, ils sont mis d'accord entre eux. Si on s'était présenté en ordre dispersé, on aurait dit, mais vous ne croyez même pas à ce que vous racontez, parce que si vous y aviez cru, vous seriez restés groupés. Voilà. Donc je pense que ça a été très bien ressenti, cette union, qu'elle a eu d'ailleurs le succès que vous avez vu, puisque pour finir, nous sommes arrivés en tête. Il est certain que nous aurions été beaucoup plus forts si nous avions présenté une liste commune aux élections européennes. Et que nos partenaires ont préféré une stratégie que nous leur avions dit qu'elle serait suicidaire, qui était d'aller chacun pour son compte. Alors est arrivé... Dites, vous avez un problème là? Ah oui, je vais juste relancer, mais on enregistre ça, excuse-moi. Alors, on peut continuer là-bas si vous voulez poser des questions sur... Mais est-ce que je peux terminer juste là-dessus? Oui. Ça, c'est la fin de ma phrase, mais je ne sais pas depuis combien de temps ils ne sont plus là. Oui, ils seront là, juste dans quelques instants. Vous pouvez continuer parce qu'on enregistre. Donc, à cet instant, nous aurions pu être beaucoup plus forts. Vous m'avez demandé si j'y crois. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il est tout à fait clair que nous avons un problème. Mais ce n'est pas celui qui est présenté dans les médias français, qui bien sûr attire beaucoup l'attention sur le moindre problème. C'est normal qu'il y ait Dans quel pays il n'y a pas de problème entre des partis alliés? Ça n'existe pas. Donc nous ne sommes pas identiques, donc on discute. Chaque fois qu'on discute, on va dire « ils se déchirent ». Et quand nous sommes d'accord, on dit « ils sont tous dans la main de Mélenchon, ils n'osent pas bouger ». Tout ça est absurde. Ce n'est pas ce qui se passe. Par exemple, il a été dit que l'initiative pour la destitution du président de la République avait été tuée dans l'œuf. C'est ce qu'a dit l'agence France-Presse, tuée dans l'œuf, parce que les partenaires du front des Insoumis n'en veulent pas
Mais ce n'est pas vrai. Le Parti communiste n'a pas dit qu'il ne voterait pas la destitution. Il a dit que c'était une proposition. Au téléphone, le président du groupe parlementaire communiste nous a dit c'est normal que chacun ait ses propositions. Nous avons fait la proposition aux autres partis. Et nous sommes très confiants. Donc le Parti communiste a dit que il y a une proposition. Les Verts ont dit il y a une proposition. Les Insoumis, ils ont toujours des comportements d'insoumis. Ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas non, nous ne voulons rien savoir. Et puis, le problème que nous avons, c'est le Parti socialiste. Et pour une raison qui n'a rien à voir à ses relations avec nous. C'est leurs relations à l'intérieur du Parti socialiste qui sont en cause. C'est qu'il y a une droite du Parti socialiste qui est prête à gouverner avec n'importe qui, sauf avec nous. Et puis, il y a le secteur central du Parti socialiste qui, lui, est fidèle à l'Alliance. Et donc, chaque fois qu'il y a une initiative des Insoumis, vous avez les 4 ou 5 mêmes dirigeants socialistes qui disent « c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est une provocation, blablabla », créent une ambiance invraisemblable, d'excès, de débordement et de surenchère verbale, et alors on dit « ah, ils sont d'accord sur rien ». Bon, donc voilà, ça se réglera. Nous allons voir qui dirige le Parti socialiste, si c'est M. Faure, ou si c'est M. Meillat-Rossignol, ou Mme Geoffroy, ou Mme Delga, ou qui sais-je encore, puisque nous-mêmes tous Français avons été rendus témoins de une interpellation par Mme Geoffroy, que vous connaissez sans doute, et qui est, elle dit, au nom de la T01, je demande une réunion. Alors toute la France a découvert la T01, dont personne n'avait entendu parler jusque-là, qui est un des courants du Parti socialiste. Alors moi je les appelle à un comportement plus respectueux des autres. Hein, parce que nous n'insultons personne. Nous ne passons pas notre vie à dire qu'il y a des lignes rouges, que ceci, que cela. Nous donnons notre position politique et après advienne que pourra. Mais je vous dis assez tranquillement que il y a un proverbe français qui dit, un adage, on dit, c'est au pied du mur. Excusez-moi. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous présenterons la demande de destitution avec ceux qui veulent la faire avec nous, dans l'Alliance. Et elle arrivera au bureau de l'Assemblée nationale. Autrefois, nous ne voulions pas de cette idée, parce qu'on aurait été immédiatement bloqué au bureau de l'Assemblée nationale. Mais pour un an, nous avons la majorité. Par conséquent, le NFP peut faire passer la proposition du bureau à la commission de l'Assemblée nationale. Bon, ce sera une première clarification. Alors à ce moment-là, peut-être que nous nous reverrons et vous me demanderez ce que je pense des votes. Mais moi, je fais le pari, je ne vois pas qui à gauche va dire non, je ne vote pas, je vote contre la destitution de Macron. Surtout que le dirigeant du Parti socialiste, qui était plutôt réservé sur cette question de la censure, tout d'un coup a dit non, il faut censurer le gouvernement. On ne comprend plus rien. Vous voulez censurer éventuellement M. Cazeneuve, mais pas M. Macron? On ne comprend pas. Donc ils vont être confrontés, eux, à des contradictions, pas nous. Et une fois qu'on arrivera à la commission de l'Assemblée nationale, eh bien on va voir si la droite est dans l'opposition ou dans la majorité. On va voir si l'extrême droite laisse passer le texte ou pas. Ce sera une deuxième clarification. Et nous en aurons une troisième au moment du vote de l'Assemblée plénière. Alors on me dit oui, mais après il faut encore avoir le Sénat. Eh bien nous verrons. Mais la clarification politique, elle aura lieu dans le cadre de la bataille pour la destitution du président de la République. Puisque M. Macron voulait la clarification politique, eh bien, il est servi. Elle aura lieu dans le vote sur la destitution. C'est pourquoi je suis confiant, et je suis d'autant plus confiant que c'est la pagaille, déjà, chez les macronistes. Parce que vous me posez la question sous-entendue, est-ce que vraiment vous pensez que votre affaire marche bien que ça, le NFP? Ce que je comprends, parce que c'est vrai qu'il y a tout de même des apparences avec la droite du Parti socialiste qui nous... Mais alors les autres, il faut voir, hein, ils sont d'accord sur à peu près rien. Ils sont 3 tendances dans la Macronie, 2 nous ont envoyé des lettres différentes à tous les parlementaires, et le 3e dit qu'il n'écrira pas de lettres et que c'est ça sa ligne. Bon, on voit que c'est la pagaille. Quant à la droite, personne ne sait au juste ce qu'elle veut. Parce qu'ils ont préparé un socle, je ne sais plus comment ils appellent ça, de propositions, et alors ils vont...
tout ça ne va nulle part. Nous allons donc, nous comptons sur leur division. Alors le président de la République dit je ne veux pas d'insoumis, je ne veux pas de nouveau front populaire. Bon, très bien, on va voir s'il peut vraiment s'offrir ce luxe. Parce qu'il va nommer qui? Pour quelle coalition majoritaire? Il n'y en a pas. Madame, je vous laisse organiser, je ne veux être discourtois avec personne. Voilà, monsieur Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup. J'ai deux petites questions. Je suis Khaled Saazol, journaliste égyptien pour la presse égyptienne. Le président Macron disait qu'on ne va pas nommer tout de suite le Premier ministre, malgré que vous avez gagné tout ça, parce qu'ils disent que, comme un alibi, les Jeux Olympiques, donc il faut que soit la France stable et tout ça, et après les Jeux Olympiques, on peut faire ça. Est-ce que c'est justifié ou pas? Deuxième chose, en pensant que la gauche était morte après le départ de François Hollande, et même la maire de Paris, elle a eu un score très ridicule à la présidentielle, et vous étiez le troisième force en France après Mais quand vous avez fait l'union, vous avez sauvé la gauche, vous êtes devenu un grand leader, c'est ce que moi je dis dans la presse égyptienne, et vous avez ressuscité la gauche, vous avez fait une force de toutes les forces de la gauche, et vous êtes devenu maintenant première force en France, force politique, je veux dire. Vous avez même dépassé pour la première fois le Front National qui gênait tout le monde. Mais comment vous avez accepté, malgré que vous avez gagné, vous avez fait la gloire de la gauche, si vous voulez, unie, que le président Macron dise non, on ne veut pas Mélenchon, on ne veut pas la France insoumise dans le gouvernement, choisir quelqu'un d'autre. Comment vous avez accepté ça alors que vous avez gagné, et c'est grâce à vous que la gauche forte devient. Est-ce que vous allez laisser les autres gagner votre succès? Il y a deux aspects dans votre question. Il y a celle à laquelle j'ai déjà répondu, ce que je pense du comportement du président. J'ajoute, pour répondre plus précisément à votre question, que la trêve olympique est une invention d'un genre nouveau. Nous ne sommes plus dans la Grèce antique, et même dans la Grèce antique, on n'arrêtait pas vraiment de se mettre des gifles au moment où il y avait les Jeux olympiques. Bon, c'est une commodité qu'il s'est donnée, et qui n'a fait en quelque sorte que aggraver le coup de force, parce que les Jeux olympiques étaient une réalité à gérer. Et en France, comme dans tous les pays du monde, les ministres sont les chefs des administrations qui dépendent d'eux. Par conséquent, quand les Jeux olympiques ont eu lieu, la ministre des Sports ne pouvait pas rester simplement à expédier les affaires courantes. L'affaire courante, c'est les Jeux olympiques, un événement qui a lieu tous les siècles dans notre pays. Le ministre de l'Intérieur a dû à plein être le ministre de l'Intérieur, prendre des décisions, faire des arbitrages, trancher. Donc ça veut dire qu'on a eu un gouvernement de fait dans des conditions qui ne sont pas celles de la démocratie. Il aurait dû nommer quelqu'un tout de suite. Bon. Donc je vous réponds sur la trêve olympique, elle n'a pas de sens. Après, les relations à mon égard et des insoumis d'une manière générale. L'idée de faire un gouvernement sans les insoumis, de faire un gouvernement de gauche sans les insoumis, est une vue de l'esprit. Nous sommes 72. Au minimum, les communistes et les insoumis, même si on se tire les cheveux souvent, votent dans 98% des cas de la même manière. Bon, ça n'a pas de sens. Donc, c'est une gesticulation, à mes yeux. Ensuite, mon cas personnel. Moi, je n'ai jamais fait de ma personne un enjeu. Du moment que j'ai le dernier mot sur le programme, sur la stratégie, je suis content. Bon, après, je comprends. Je préfère que mes adversaires croient à leur propre propagande. Ils pensent que plus ils disent de mal de moi, plus ils vont me diaboliser, et plus ça va permettre en quelque sorte de dessiner un périmètre. Il y a ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Alors nous, notre position change suivant les circonstances. Monsieur Macron nous a mis dehors d'abord, et puis avec la peur de voir l'extrême droite l'emporter, on nous a remis dedans, et nous, tout d'un coup, nous sommes heureux de... Mais nous n'avons jamais cessé d'être des républicains, et plus que lui, parce que lui, pour l'instant, il se comporte comme un autocrate, pas comme un républicain. Alors, et vous savez qu'en France, le mot république est surchargé d'une tradition, d'une histoire nationale,
Donc ce n'est pas des mots qui s'utilisent comme ça. Mais que ce petit monsieur décide qui est républicain et qui ne l'est pas, bon, est une mauvaise plaisanterie de la part d'un autocrate. Alors, c'est une première chose. Et puis après, dans la gauche, il y a des forces qui ont fait la sottise d'accepter d'entrer dans le jeu en disant, ah ben si on dit du mal de Mélenchon, on va avoir avec nous les classes moyennes ou des gens, vous savez que l'électorat plus âgé en France est celui qui vote le plus. Alors, ils ont pensé qu'en me diabolisant, ça attirerait du monde vers eux. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est ni moi, ni une étiquette, ni la communication. C'est les forces sociales qui sont en mouvement en France. Et les forces sociales qui sont en mouvement, elles ont d'abord explosé le paysage politique en 2019, en réduisant le Parti socialiste au statut de groupuscule, alors que c'était un parti de l'alternance, et en réduisant la droite à rien, une poignée de voix. Et en faisant émerger trois forces. Le centre autour de M. Macron, le centre droit, ou l'extrême centre, comme on dit nous ici en France, l'extrême droite et la gauche, emmenée par la gauche radicale. Alors, dans ce contexte, voyons les résultats. On me dit, ah ben les européennes. Mais précisément, regardons les européennes. Le bloc, qui en 2000, la dernière élection européenne, le bloc, constitué par le Parti socialiste, plus les écologistes, c'est-à-dire en fait plus Europe Écologie Les Verts, parce que ça m'ennuie de dire écologie, je me considère comme un écologiste, plus M. Hamon, qui était candidat à l'époque, tout ça, comme ça revient, quand on regarde les votes cette année, ils ont perdu 440 000 voix. Nous avons gagné 1 million de voix depuis la dernière élection européenne. Alors, après on dit oui, mais vous en avez perdu par rapport au présidentiel. Alors, il faut savoir à quoi on compare à la fin. On compare une européenne avec une autre. C'est les autres qui disent ça. Donc, M. Glucksmann a eu le talent de rassembler le plus gros morceau de cet ancien ensemble, mais pour autant, cet ensemble ne progresse pas dans le pays. Et vous l'avez peut-être vu en observant comment ça se passait dans les réunions publiques et tout ça. Voilà. Nous ne faisons... Comment je peux vous dire ça ? En 2017, déjà, j'avais dit, le 1er mai, j'avais dit, nous, on jette la rancune à la rivière. C'est une phrase tirée de la Bible. Jette la rancune à la rivière. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait rien avec des rancunes. Et en 2022, j'ai recommencé, j'ai dit, on jette la rancune à la rivière. Pourquoi ? Parce que sinon, qu'est-ce qu'on faisait ? On se condamnait à être divisé pour toujours. Et j'avais des raisons d'avoir, comme on dit en français, d'être agacé, d'être... Le Parti communiste, en maintenant sa candidature jusqu'au bout, a capté 420 000 voix, 800 000 voix, il m'en a manqué 420 000 pour être au deuxième tour. J'avais donc des raisons d'être très en colère, j'aurais pu dire, c'est de votre faute, on n'a rien fait de tout ça. Ni en 2017, en invitant M. Hamon à être à notre première manif, ni en 2022. Nous ne faisons pas de la politique sur la base de l'amour-propre ou d'une vision étroitement partisane. Que se passe-t-il en France ? Le néolibéralisme a été appliqué avec une fureur pas croyable par M. Macron. Il a disloqué la France socialement. Et il n'y a plus en France de classe moyenne ascendante. La force et la stabilité de la France, comme celle de toutes les démocraties européennes, c'est la classe moyenne qui est une classe d'équilibre dans la société. Cette classe moyenne, il lui est refusé d'avoir un avenir. Elle a vieilli, en France, c'est pas vrai partout, elle a vieilli. Ceux qui avaient une copropriété dans un immeuble ont du mal à payer leurs charges locatives parce qu'elles sont écrasantes. Leurs enfants vont dans les écoles. Maintenant, de plus en plus, il y a des écoles privées, il faut payer. Avant, c'était gratuit. Et les enfants à qui on a payé des études et qui ont réussi et qui arrivent au bout, disent « moi, je ne veux pas faire ce métier ». Vous l'avez vu avec Agro, les élèves des écoles supérieures agricoles, et pareil dans l'industrie. Et ils ne trouvent pas d'emploi. Et la France est un pays qui est rempli de gens qui sont surdiplômés par rapport à l'emploi qu'ils occupent. Donc, nous sommes dans un pays qui est déstabilisé socialement. Et cette déstabilisation s'exprime politiquement. Toutes les familles discutent. Je connais des bourgeois
qui sont insoumis. L'insoumission n'est pas réservée à ceux qui sont pourtant notre objectif prioritaire, les quartiers populaires et la jeunesse. Mais quand vous êtes un peu conservateur, parce que vous avez pris un peu d'âge et tout ça, et puis que vous avez votre petit-fils ou votre petite-fille qui vient à la maison et qui vous dit « ça suffit de saccager la nature et tout ça, il faut prendre des mesures radicales », vous écoutez, parce que les générations s'entre-écoutent. Par conséquent, comme nous n'arrivons pas à attraper directement dans ces milieux-là, nous attrapons par la jeunesse. La jeunesse, majoritairement, entre 18 et 24 ans, vote insoumis, pas insoumis. Ça a été le cas en 2022. C'est un événement considérable. Voilà. Et les quartiers populaires ne votent pas encore assez pour nous. Andrina. Oui, je voulais, Excusez-moi, je suis un peu long, mais bon, après pour le décryptage... C'est très bien. je voulais revenir aux prérogatives d'Emmanuel Macron dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est vrai que le président doit nommer un Premier ministre, mais en même temps, dans la loi, dans la Constitution, il n'y a pas l'obligation du président de nommer celui qui représente à la majorité relative, comme c'est le cas. Donc, strictement, légalement parlant, comment obliger le président Macron à nommer Lucie Castet, par exemple, s'il n'y a pas une loi qui l'oblige à le faire? Enfin, ça dépend de qui, comment ça va se résoudre On devra, dans le futur, ouais. J'espère qu'on aura une constituante, inscrire dans la prochaine constitution. Mais si vous voulez, il n'y a non plus aucune loi qui oblige le président de la République à être un démocrate. On lui demande d'être... Non mais il n'y en a pas. On lui demande le garant de la Constitution. Donc la lettre de la Constitution, c'est qu'il nomme. Et c'est ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Monsieur Jacques Chirac n'avait pas d'affection particulière pour monsieur Jospin. Il a choisi le dirigeant du parti majoritaire de la majorité. Monsieur François Mitterrand n'avait pas d'affection. Non mais on parle de la personne. Bon. Monsieur Mitterrand a choisi Jacques Chirac, pour lequel on ne peut pas dire qu'il débordait d'affection non plus. Monsieur Jacques Chirac était le chef de la coalition de droite majoritaire. Alors vous avez raison. C'était une majorité absolue. Mais alors, pourquoi les Allemands ont-ils mis M. Olaf Scholz comme Premier ministre? Pourquoi? Il n'a pas la majorité absolue, lui non plus. Et il n'y avait pas... Non, oui, c'est une obligation morale et démocratique. Le chef de la coalition n'était pas une coalition au moment où ils ont voté. Quand on votait écologiste, libéral ou SPD. Et il n'avait pas de majorité absolue, le SPD. Le président de la République allemande n'a pas hésité un instant. Il dit lequel est arrivé devant, le SPD, très bien, c'est lui. Voilà. Et il a chargé le responsable du SPD de faire un gouvernement. Supposez qu'il ait nommé Madame Lucie Castet. Eh bien, Lucie Castet aurait été chargée de faire un gouvernement. Alors, il aurait fallu qu'elle gratte, par-ci, par-là. Ou bien qu'elle choisisse ce qu'elle a dit qu'elle ferait, de dire... Vous savez, ça devient fou, la France, maintenant. Hein. On est obligé d'expliquer des règles de base du fonctionnement. Vous amenez une proposition de loi devant l'Assemblée discute, elle amende, elle suit ou elle ne suit pas. Point. Et ça suffit à faire une majorité où il n'y a pas de majorité. Mais on pourrait dire, vous n'arriverez pas à gouverner, mais ce n'est pas vrai. Nous avons plus d'une trentaine de sujets clés qui peuvent passer par décret. Cette constitution autoritaire a des avantages. Par exemple, pour faire le SMIC à 1 600 €, on n'a pas besoin de voter, parce qu'il suffit d'un décret, et ainsi de suite. De la même manière, nous avons repéré les sujets sur lesquels nous avions la majorité dans l'Assemblée, nous, insoumis sur des propositions qu'on avait présentées. Par exemple, les prix planchers pour l'agriculture, ce n'est pas une petite mesure, c'est quelque chose qui change complètement le système des prix dans l'agriculture. Il nous a manqué 6 voix pour avoir la majorité. Nous, on sait où elles étaient. Chez nous, ils n'étaient pas là. On a eu 6 absents, le truc n'est pas passé. Sinon, ça serait passé. Et il y a d'autres votes comme ça. Donc, ce n'est pas vrai qu'un gouvernement de Mme Lucie Castet ne pourrait rien faire. Bon. Après, il y a des circonstances qui sont extraordinairement intéressantes. Mais c'est ça la démocratie. Il faut que ça vive, ça discute. L'Europe nous inscrit sur la liste des pays qui ont un déficit excessif. Et il y en a qui croient que c'est purement indicatif. Mais non.
on a changé la règle du jeu en Europe récemment. Et dorénavant, ce qui a été dit, c'est maintenant, il va falloir respecter la règle, parce qu'avant, tout le monde s'en foutait, notamment au moment du Covid. Vous avez vu, alors tout est passé par-dessus bord, la règle des 3%, la règle des 60%, etc. Maintenant, c'est fini. Alors, mesdames, messieurs, si nous avons un déficit excessif, nous avons deux solutions. 1, diminuer les dépenses, continuer à couper dans les services publics. 2, augmenter les recettes et faire payer ceux qui peuvent payer. Donc c'est un choix entre deux politiques. Moi, je sais ce que je ferais. Si j'étais le Premier ministre, je dirais, mais il a tout à fait raison. L'Europe a tout à fait raison, déficit excessif. Donc, on va augmenter les recettes. C'est d'ailleurs le programme que développent nos camarades. Bon, Madame Lucie Castet et les économistes qui ont préparé le projet de budget qui est en cours, là. Et je veux vous poser une question de M. Castel, de la Radio-Canada, qui est avec nous en ligne. Ah, bonjour, merci d'être là. Et quelle est votre stratégie ces jours-ci au sein du nouveau Front populaire? Vous considérez-vous un peu comme le catalyseur de cette formation, si l'on prend cette métaphore chimique? Non, on ne peut pas. Si je me risquais à dire une chose pareille, je crains que ce ne soit pas juste. Ce qui est certain, c'est que, bien sûr que je joue un rôle, personne ne peut croire le contraire. Une influence idéologique, quand même. Le programme est directement tiré de mon travail et de celui des fondateurs avec moi du mouvement Insoumis. Une influence dans l'opinion, et notamment dans certains secteurs de l'opinion française qui se réfèrent à moi pour savoir ce qu'on attend d'un leader. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous voyez ça? Bon, oui, ça c'est vrai. Mais de la coalition, non, je n'en suis pas le catalyseur, comme vous dites. Et j'ajoute que je ne cherche pas à l'être. Parce que je n'ai pas envie de faire de ma personne un enjeu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent tous que je suis candidat perpétuel à l'élection présidentielle. Bon. Donc, dès que j'arrive, on se dit, c'est le candidat, donc allez, on envoie, chacun envoie sa fléchette pour expliquer. Bon, donc, je sais que c'est ce type de comportement que ça déclenche chez les jaloux et les partenaires qui se voient en situation d'être candidats, pourquoi pas. Donc, c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Par contre, je me considère comme, oui, le constructeur de l'union. Alors ça, personne ne peut me l'enlever. Pas que moi, mais avant les élections, on m'avait dit, avant celle de 2022, « Ah, mais en 2017, vous n'avez pas su faire l'union, vous êtes un sectaire, vous n'écoutez que vous, patati patala. » Et on a signé un accord, le lendemain c'était « Ah, vous êtes hégémonique, c'est vous qui décidez de tout. » Bon, bref. Je ne rendrai jamais tout le monde content et j'en ai fait mon deuil. Des fois, c'est tout à fait irrationnel parce que c'est quand même bien nous qui avons permis que l'union se fasse et il y en a qui n'auraient plus eu de députés après 2022 si on n'avait pas fait le boulot de l'union. Et là encore, la même chose. Et là, on nous a dit, les socialistes nous ont dit, nous on est arrivés devant aux élections européennes, fort bien. On est arrivés devant de quoi? De 3 points. 3 points sans siège. Nous avons dû, pour que l'union ait lieu, céder sans siège. Mais je pense qu'en politique, il faut savoir ce qu'on veut. On fait une politique, pas d'amour-propre, je ne sais pas quoi, on fait une politique par rapport à des objectifs. Nous voulions l'union, nous avons payé. Et les sans sièges, c'est à nous qu'on les a pris, les circonscriptions insoumises. Tant et si bien que plus personne ne discute en France, une nouveauté absolument inouïe, sans précédent dans l'histoire de France, ni l'histoire de la gauche, c'est qu'il y a des candidatures uniques de toute la gauche aux élections législatives. Ça n'a jamais eu lieu dans le passé. Même au cantonal, on n'avait pas de candidat commun. Il n'y avait qu'aux élections municipales qu'il y a des listes unies. Mais cette chose incroyable. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que moi je sais, d'accord je paye, mais je sais ce que je reçois. Ici il y a un programme. Et ils peuvent toujours, les uns ou les autres, se dire « on a signé mais on s'en fout » parce qu'on n'a jamais respecté aucun programme. Je pense des fois à certains socialistes, mais c'est plus comme ça que ça se passe. Parce que nous avons tellement centralisé la question du programme qu'il y a à nouveau une culture de masse en France en faveur des programmes.
Mais c'est vrai que il y a eu au moins 15 à 20 ans de gauche, pendant laquelle les leaders de gauche disaient « Oui, bon, le programme, c'est une indication, nous verrons après ». Rappelez-vous les discours de M. Rocard contre l'idée même de programme. Et pourtant, c'était un homme qui était, lui, vraiment de gauche. Hein, bon. Donc la gauche, pendant 20 ans ou 30 ans, a dit « Bon, les programmes, on verra une autre fois ». Maintenant, c'est terminé, ça. Maintenant, il y a un programme, et vous avez vu que dès qu'on a commencé, c'est là-dessus que ça s'est concentré. Nous avons dit tout le programme, rien que le programme, mais tout le programme. Et tous les gens normaux disaient, bah oui, puisque c'est sur le programme que vous existez. Et puis, on a commencé à nous dire, ah oui, mais il faudra que vous fassiez une coalition. Non, nous ne ferons pas de coalition. Et de ce point de vue, Madame Lucie Castet a été tout à fait claire. Pas de coalition. Parce qu'on ne peut pas faire une coalition. Vous me voyez aller voir M. Ciotti et lui dire, allez, on va faire une coalition de quoi? On connaît nos positions politiques. Par contre, point par point, il peut y avoir dans l'Assemblée nationale des gens qui votent une chose ou une autre. En parlant de ça, M. Brown a dit que Lucie Castet vient de déclarer qu'elle est prête à faire des compromis. Est-ce que vous adhérez à cet esprit de compromis? Écoutez, vous ne m'en voudrez pas de vous dire que j'attends de lire ce qu'elle a dit et dans quel contexte. Parce que je suis conscient du fait qu'en France, depuis qu'il y a Mme Lucie Castet, après qu'on ait dit que ça durerait, c'était interminable, nous n'arrivions pas à nous mettre 8 jours. 8 jours pour tomber d'accord sur un nom. Ça va, hein? Bon, moi j'estime que ça va. Parce que je vais quand même poser une question, je profite de pouvoir le faire avec vous, ce que je ne peux pas faire dans la presse française. Dites, c'est qui le candidat Premier ministre des macronistes et de la droite? Pourquoi il ne donne pas de nom? Pourquoi? Parce qu'il renvoie tout ça au souverain, au monarque, à l'autocrate. Mais nous, on a proposé un nom. Et eux, c'est lequel leur nom? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose... Alors, depuis le début, le jeu, c'est de dire la gauche se divise. Et alors, bien sûr, sur quoi? Il faut que le clou soit enfoncé sur la question du compromis. Eh bien, écoutez, je vais d'abord la transformer. La question qui est posée en France, c'est pas le compromis entre Pierre, Paul, Jacques et je ne sais qui. Le compromis, c'est la question du compromis social. Est-ce que ceux qui se sont gavés pendant 10 ans, qui ont vu leur fortune multipliée par 2 ou par 3, acceptent un compromis social nouveau où ils en lâchent un morceau? Et comme on ne peut pas le leur faire lâcher de bon gré, on le leur fait lâcher par les élections. Mais Madame Lucie Castet, je suis absolument sûr d'elle, mais je suis certain aussi de la malveillance de la presse française, qui va prendre le mot compromis. Ah mon Dieu, un compromis. Mais bien sûr, ballot que vous êtes, que par la force des choses, on fait des compromis. Un texte qu'on amènera à l'Assemblée, quand il aura été voté, le chef du gouvernement doit dire, bon, c'est pas ce que je voulais, je demande aux partis qui constituent la majorité, qu'est-ce que vous en pensez, on accepte ou pas? Et si le chef du gouvernement trouve que ça a été trop amendé et transformé en une loi de droite, il dit, je retire mon texte. Mais on retire le texte, mais la politique continue, a lieu. Qui est-ce qui est prêt à refuser le rétablissement de l'impôt sur la fortune en France? Levez la main, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Deuxième banc, qui est prêt à voter la main pour dire non, nous ne voulons pas de prix plancher dans l'agriculture? Levez la main qu'on vous voit, que les Français voient, qu'ils sachent ce que vous êtes en train de faire. Ça s'appelle la démocratie. Et peut-être que dans un an, il faudra une dissolution, si on n'y est pas arrivé avant. Donc, je ne suis pas gêné du tout par l'idée du compromis, c'est ça qui est extraordinaire. Quand on dit tout le programme et rien que le programme, c'est qu'on demande à ceux qui sont les chefs de présenter le programme. Et après, il y a le travail de l'Assemblée. Et il y a le résultat du travail de l'Assemblée. Et s'il est inacceptable, il ne sera pas accepté. Monsieur Brown voudrait essayer de poursuivre. Est-ce que vous pouvez parler, Daniel? Oui, bonjour, monsieur Mélenchon, vous m'entendez? Mal, monsieur. Parle plus fort. Plus fort, hein, s'il te plaît. D'accord, j'essaye de m'approcher au micro. Est-ce que c'est mieux par hasard? Là, Augmente. C'est pas vraiment... Je suis désolé, j'entends mal, monsieur, mais vous n'y êtes pour rien. Non, il parle doucement. D'accord. Il parle doucement, monsieur. Hein? Il parle doucement, non, c'est pas vous. Tapez sur le chat. Ouais, Oui. Envoie un texte. C'est mieux que Daniel, envoie Oui, on va laisser la parole. la cinquième question que j'ai envoyée, Emma.
D'accord, la 5e question. Juste après, je te donne la parole. Cette forme de gouvernance est nouvelle pour la France, mais on le voit déjà opérer depuis des décennies dans d'autres pays. Quel pays vous inspire dans lequel on voit une cohabitation entre un président minoritaire et une coalition qui sort gagnante relative des élections? Bien sûr qu'il y a un pays qui m'inspire, c'est la France. C'est la cohabitation de Chirac et de Jospin, ça s'est très bien passé. Ouais, c'est vrai. C'est la cohabitation de Chirac et Mitterrand, la cohabitation de Mitterrand et Balladur. Il n'y a pas eu de problème particulier. Il y en a eu en cours de route quand il y avait une différence fondamentale de vue entre l'un et l'autre. Par exemple, le président Mitterrand a refusé de signer la privatisation des entreprises nationalisées. Donc il a fallu tout rediscuter à l'Assemblée nationale. Il n'y a eu là-dedans aucun attentat contre la démocratie, parce que ça s'est passé tranquillement. Donc oui, voilà un très bon exemple. Mais pour ça, il faut des présidents respectueux de la démocratie et qui ne se prennent pas eux-mêmes pour des rois. Voilà. Alors en France, je me permets de le rappeler, que parmi les premiers votes, avant même que la République ne soit proclamée, il y a eu un vote sur le droit de veto du roi, Louis XVI. Et le roi Louis XVI est venu devant les députés et leur a dit « Moi, j'ai un droit de veto parce que je suis roi par la grâce de Dieu. » Et donc, voilà, alors lève son chapeau. Et ceux qui veulent le droit de veto, vous vous mettez à droite, ce qui, dans la religion catholique, correspond aux élus qui vont aller au paradis. Et ceux qui ne veulent pas, vous allez à gauche, ceux-là, c'est ceux qui vont en enfer. Et pas de peau pour lui, c'est la gauche qui a été la plus nombreuse. Donc, nous avons refusé le droit de veto en 1789, et nous n'allons pas la rétablir en 2024 pour faire plaisir à Macron Ier. Non, ça n'aura pas lieu. Macron Ier. En fait, sur la réunion d'aujourd'hui, le président Macron, il a une réunion avec les chefs des partis politiques. Il va discuter sur la formation du gouvernement. S'il choisit un premier ministre autre que la coalition de gauche, quelle sera votre réaction? S'il choisit quelqu'un d'autre que Lucie Castet, le groupe parlementaire, on en a parlé hier, tout le monde est d'accord là-dessus, déposera une motion de censure. Et nous censurerons le gouvernement qui se présentera là. Et vous aurez une épreuve de clarification, parce que ceux qui ne censurent pas, ça veut dire qu'ils laissent le gouvernement faire. Donc après, il ne faudra pas qu'ils viennent pleurer contre ce que fait le gouvernement. Donc c'est assez simple. Ce qui me frappe, vous savez comme moi, enfin vous êtes des observateurs politiques, en ce moment tout le monde, c'est le bras de fer. Alors nous on a mis la destitution sur la table comme un avertissement. Et les autres n'arrêtent pas de dire ça serait le chaos, mais enfin c'est vous qui l'avez créé le chaos, donc débrouillez-vous avec le chaos. Et eux pèsent de tout leur poids, puis à un moment donné ils savent aussi bien que nous qu'il n'y a pas de gouvernement qui peut tenir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors si un gouvernement tient, c'est parce que quelqu'un aura changé de position. Ce quelqu'un c'est pas nous. On va voir qui va changer de position. Est-ce que c'est le Rassemblement national? Est-ce que c'est les Républicains? Est-ce que c'est le Parti socialiste? Ou est-ce que c'est un bout du Parti socialiste? Nous allons voir tout ça, mais si vous voulez, la partie n'est pas dénouée. Elle a lieu. Moi, ça me fait toujours marrer de voir des gens faire comme si, au fond, la démocratie était juste une espèce de simulacre de posture, mais c'est qu'ils n'ont jamais vraiment vécu dans une assemblée. Il s'en passe des choses dans une assemblée. C'est bien pourquoi tous les tyrans en ont tellement peur. Parce que dans une assemblée, les gens se mettent d'accord sur un truc, sur un autre, etc. Nous, on a fait passer des choses à l'Assemblée nationale, alors que nous sommes, paraît-il, le diable en personne. Donc voilà comment je vois les choses. Et je ne sais pas si je vous ai répondu bien complètement à votre question. Merci. Est-ce que je peux savoir, est-ce que vous n'avez pas peur que M. Macron, tellement qu'il fait des choses et il a toujours des résultats malgré ce qu'il veut, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il va utiliser le chapitre 16 de la Constitution, article 2, là, pour lui-même nommer, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, toujours relative, il peut utiliser ça comme droit. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il fasse ça? Bien sûr, ce sera pas gars, les gens doivent l'amener, mais quand même. La peur et moi, on ne voyage pas trop en couple. Donc,
moi je revois. Je sais j'ai eu une vie assez longue, quoi, pour ça. Alors j'en ai vu, hein. J'ai vu tous les présidents de la Ve République. C'est comme ça. Alors j'étais bien jeune quand le premier a été là, Charles de Gaulle, mais je faisais déjà la grève contre lui. Alors donc, je peux dire que je les ai tous pratiqués et je me suis opposé à tous, sauf François Mitterrand, que j'ai soutenu avec enthousiasme. Bon, alors ça c'est pour un peu la plaisanterie. Mais j'entends votre question. Et si je vous réponds, mais là c'est l'intellectuel, hein, pas le politicien. Davantage que le chef de guerre. Bon. Donc, j'observe que dans le monde, nous sommes dans une période spéciale d'instabilité qui se traduit par ce que j'ai appelé au début de notre entretien la fin du projet démocratique. Et les partisans de la libre entreprise, les plus exagérés, je veux dire les libéraux, n'ont plus l'air d'être très concernés par la question de la démocratie. Et il y a quelque chose dans le code génétique du libéralisme qui le pousse à devenir un autoritarisme. Pourquoi ? Parce que les libéraux sont partisans de la concurrence libre et non faussée. Ils sont partisans du libre-échange. En définitive, ils sont partisans de moins de règles, moins de normes, moins d'États, et les seules règles qu'ils acceptent, c'est les règles pour interdire les règles, et le seul État qu'ils acceptent, c'est l'État qui maintient l'ordre. Si bien que, en désorganisant tout, le consentement à l'autorité dans nos démocraties diminue. En France, c'est visible. Alors, c'est vrai qu'on a des traditions spéciales, hein, un tour d'esprit. Vous savez, vous êtes devant le seul peuple au monde qui, quand il n'est pas content de quelqu'un, lui dit « Ah, bah, si tout le monde faisait comme vous, on serait bien ». C'est-à-dire que ce qui est continuellement sous-entendu en France, c'est que la chose qui est acceptable, c'est celle que tout le monde peut faire. Tout ça mérite interprétation, mais quand même créer une sorte de fond égalitariste qui, des fois, vu de l'extérieur, paraît incroyable, quoi. Parce qu'on a l'impression que les Français passent leur temps à râler, à pas être contents, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui n'est pas complètement vrai. Bref, tout ça pour vous dire que je vois en Europe comment ont évolué certains régimes. Regardez la Hongrie. M. Orban a été élu une première fois comme libéral. Il est battu, à cause de la politique libérale, par un social-démocrate qui vient au pouvoir, et que fait-il ? La même chose, une politique sociale libérale. Libérale. M. Orban revient, mais cette fois-ci, il a changé de costume. Il n'est plus libéral, il est autoritaire et nationaliste. Et il est revenu au pouvoir, et il y est toujours. Et ce phénomène, on l'observe dans plein de pays, enfin tout de même. Après avoir utilisé toutes sortes de gens qui faisaient la même chose, les Italiens sont venus à avoir une chef de gouvernement qui vient de l'extrême droite, et qui, semble-t-il, ne fait pas vraiment quelque chose de différent de ce que faisaient tous les précédents. Si bien que partout en Europe s'élèvent les moyens qui permettent de passer d'une autorité qui n'est plus acceptée à l'autoritarisme. Parce que l'autoritarisme n'est pas la suite de l'autorité. C'est le signal de la crise de l'autorité. Parce que sinon, l'autorité, en termes habituels, dans les démocraties, on y consent par esprit démocratique. Il y a une loi, elle ne vous plaît pas, ben, vous la respectez quand même. Et puis vous attendez la fois d'après pour, à l'élection suivante, dire on va annuler la loi, on va la changer. Enfin, c'est ça la force, la grandeur de la démocratie, c'est que rien n'est définitif. Eh bien, ce consentement à l'autorité, dans tous les pays d'Europe, il est en train d'être rongé de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le compromis social de la sortie de la guerre mondiale est remis en cause partout, et notamment dans tous les pays qui en avaient fait un régime politique, c'est-à-dire tous les pays sociodémocrates, qui eux avaient des règles bien précises de négociation avec le patronat, partage de la valeur ajoutée, et c'était considéré comme un modèle. Bon, un modèle par ceux que ça intéressait, hein. Il ne faut quand même pas oublier que ça n'a jamais été la majorité des pays qui se trouvaient être des démocraties dans le monde, hein. C'est pas vrai. Bon, donc n'inventons pas un passé qui n'a jamais existé. Il y avait une tendance à ce qu'un nombre croissant de pays soient des pays démocratiques. Et en effet, elle a lieu. Mais maintenant, on voit aussi la tendance se renverser. Et ce qui se passe en France, de ce point de vue, une nouvelle fois, est exemplaire sous une forme exagérée. Quel autre chef de gouvernement dans le monde a dit « le résultat de l'élection ne me concerne pas, personne n'a gagné ». Ça n'existe pas, il n'y a pas de précédent. Bon, voilà pourquoi
je suis en effet persuadé que si on laisse faire cet homme, ça se terminera avec l'article 16. Parce que quand vous avez une autorité qui n'est pas légitime, ou que vous ressentez comme telle, ben il se passe forcément quelque chose. À quel moment ça se passe? Pas par idéologie. Jamais. Aucune révolution citoyenne dans le monde n'a lieu pour des raisons idéologiques. Nulle part vous avez des gens qui se mettent en révolution pour dire nous allons faire, je sais pas quoi, le socialisme, nous allons faire... Nulle part. Les révolutions citoyennes, c'est-à-dire le déclenchement en gros d'un mouvement type Gilets jaunes impliquant des millions de personnes, c'est toujours quand l'essentiel n'est plus assumé par le pouvoir. C'est-à-dire ce que les gens considèrent comme essentiel pour vivre, quelles que soient leurs idées politiques. Et c'est à ce moment-là que commence ce qu'on a appelé, qui est maintenant dans le dictionnaire français, le dégagisme, que nous avons emprunté à nos amis tunisiens. Hein, parce que c'est en français que les Tunisiens disaient « dégage ». Dégage, bon. Et puis ensuite, au début de la révolution en Égypte, la révolution citoyenne, c'est en français que les gens disaient « dégage ». Bon, le dégagisme, c'est le moment, mais pourquoi les gens disent « dégage » ? Pas parce qu'ils sont vulgaires, c'est parce que c'est quand même insupportable. On vous élit, et le résultat, on n'a plus d'eau au robinet. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment ça se fait que vous êtes encore là? Voilà les questions que se posent les gens. Le dégagisme, c'est le moment où il y a le minimum n'est plus assuré par l'autorité. À ce moment-là a lieu la révolution citoyenne, qui est toujours une révolution de contrôle. Ça ne dit pas ce que ça devient après. Par exemple, on ne sait pas ce que va devenir la révolution citoyenne du Bangladesh. Personne ne pouvait prévoir ce que serait l'issue de la révolution citoyenne en Égypte, ou ce qu'elle a été en Tunisie, etc., etc. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Les gens disent on veut reprendre le contrôle. Ça ne peut pas durer, parce que le facteur de la pagaille, c'est vous. Aujourd'hui, on essaye de m'attribuer la responsabilité du chaos politique, mais je n'y suis pour rien. Imaginez-vous, monsieur, quelle importance ça me donne. Je ne sais plus le nom, l'ami canadien, hein, que ça me donne dans le paysage politique français. C'est moi qu'on rend responsable d'à peu près tout, et notamment du chaos. Mais je n'y suis pour rien. Le chaos, c'est l'autre. Et ne croyez pas que les gens ne s'en rendent pas compte. Et en France, vous commencez à avoir des mouvements d'une dureté terrible. Vous avez vu pendant la réforme des retraites, mais en ce moment, dans le secteur de la santé, ce qu'on appelle les murs de la honte, qui mettent la liste des gens qui ont dû attendre des heures dans un système de santé qui était le premier du monde. Et vous allez voir à la rentrée, les parents ne pas être d'accord avec le fait qu'il manque autant de professeurs. Et ainsi de suite. Donc, nous savons que la France est sous tension et que la tension sociale augmente. Je nomme tension sociale tous les aspects, y compris l'aspect la santé, l'eau. Alors voilà, j'ai essayé de faire une campagne politique présidentielle en démarrant sur l'eau. Résultat, l'été suivant, 500 communes en détresse hydrique. Aujourd'hui, nous avons des conflits d'usage de l'eau. Eh bien, c'est le moment où le gouvernement envoie 2500 personnes pour maintenir l'ordre en face de manifestants contre l'appropriation privée de l'eau dans les méga-bassines. Et on a eu des scènes de violence qu'il se voit d'habitude que dans les dictatures. Enfin, où est-ce qu'on tire une grenade par manifestant? Sinon en France. C'est une chose inouïe. Voilà pourquoi, en effet, je redoute que ça se termine comme ça. Un homme qui peut dire « les élections ne me concernent pas » peut parfaitement dire « d'ailleurs, vous non plus, ça ne vous concerne plus, c'est l'article 16 ». Merci. Merci beaucoup. Pardon? Est-ce que vous m'entendez un peu mieux comme ça? Un peu mieux. Je suis désolé, hein, vraiment. Non, moi aussi, j'aurais bien aimé être là dans ce lieu si beau, bucolique, semble-t-il. J'ai une question internationale. Entre-temps, nous voyons le bain de sang continuer à Gaza et les échecs répétés des négociations. Que pourrait faire la France et l'Union européenne pour mettre pression sur Israël pour arrêter ces attaques sur la population palestinienne? Alors sur ce sujet, il est tout à fait évident que la France a un très grand pouvoir. Pourquoi? La France est l'une des nations économiquement et politiquement les plus influentes, fortes en tout cas en Europe.
s'il fallait résumer ça par des pourcentages économiques, les Français, la France, c'est 18% de l'économie de l'Union européenne. Les Allemands, 20%. Donc, ça vous donne une certaine autorité. Nous ne sommes pas dans ce genre de rapport en Europe, hein, il n'y a pas de hiérarchie entre les nations et les peuples, mais ça compte. Nous pourrions prendre la tête d'un mouvement pour dire, eh ben, écoutez, maintenant, nous voulons que cesse le génocide. Premièrement, nous, Français, nous cessons de livrer des armes. Deuxièmement, nous demandons que toute l'Europe cesse de livrer des armes. On en discuterait. On pourrait consulter le Parlement européen pour lui dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait ? Donnez-nous votre avis. Et puis surtout, nous tenons le nerf de l'argent. L'accord entre l'Union européenne et Israël est un accord qui est vital pour Israël. Et par conséquent, comme nous sommes capables d'envisager des sanctions économiques pour ceux qui envahissent leurs voisins, nous devrions être capables d'envisager des sanctions économiques contre ceux qui assassinent un peuple et qui propagent la guerre dans toute la zone. En l'occurrence, le gouvernement de M. Netanyahou. Donc, on pourrait dire, bon, on prend des sanctions. Par exemple, moratoire de l'accord économique entre Netanyahou et l'Europe. Voilà. Donc oui, nous pouvons faire plein de choses. Enfin, on pourrait se mettre dans une campagne internationale en Europe pour dire, ben maintenant, nous reconnaissons l'État de Palestine. Pour dire à M. Netanyahou, vous avez échoué. Vous avez fait cette guerre pour qu'il n'y ait pas d'État de Palestine, mais nous sommes un nombre croissant à reconnaître l'État de Palestine. Une fois que je vous ai répondu à votre question, je voudrais faire un petit codicile. Je voudrais vous dire que M. Netanyahou est sans doute la pire catastrophe qui soit arrivée à Israël depuis sa fondation, sa création. Car une chose dans l'autre, tout le monde convenait qu'il fallait trouver une solution et qu'il n'y avait pas de solution avec, comme certains le demandaient, l'effacement d'Israël. Depuis, la discussion a lieu entre un ou deux États, mais pour l'instant, ce qui est reconnu par les Nations Unies, c'est 2 États. Par conséquent, nous sommes pour 2 États. Mais Netanyahou a mis la nation israélienne en paria des nations. Netanyahou a impliqué une part substantielle de la population d'Israël, sa plus jeune population, dans des crimes de guerre et dans des pratiques d'une barbarie qui choque et scandalise l'univers entier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait que l'arrogance européenne mesure les dégâts qu'elle fait dans le monde. Parce que les États-Unis pratiquent le double standard, ma foi, il y a plein de pays qui sont habitués à l'empire. Mais que l'Europe ne fasse rien, ne dise rien, semble en quelque sorte dessiner un camp occidental qui se fout des règles qu'il prétend imposer aux autres. Et ça, le dégât est considérable. Je vous donne un exemple qui n'est pas directement lié à ce qui se passe en Palestine. Ce sont les votes sur les sanctions économiques contre la Russie, que pour ma part, je trouve inefficace, mais fondée. Fondée parce que nous, les Français, nous avons été envahis 4 fois par notre voisin. Donc nous comprenons parfaitement la situation de ceux qui n'ont pas envie qu'on règle les différends par l'invasion. Et nous ne pouvons pas accepter que qui que ce soit puisse penser que c'est une règle acceptable, du moment qu'on gagne, d'envahir le voisin. Je le dis en pesant mes mots, car quand la guerre commence sous une certaine forme, ensuite elle se propage. Il y a eu la guerre mondiale industrielle pour la première fois, tout le monde après a fait des guerres industrielles où on ne se tuait plus seulement entre militaires. On a fait la deuxième guerre mondiale comme guerre totale, dont le massacre de Guernica était un peu l'emblème. C'est pour ça que le tableau de Picasso est devenu un symbole mondial. Pour la première fois, on faisait la guerre totale contre les civils. Ensuite, on a commencé à voir apparaître des guerres qui sont des guerres ethnicides. C'est ce qu'on a dit pour la Yougoslavie. Le responsable a été envoyé à la Cour internationale de justice et il a été puni, c'est M. Milosevic. Mais si on ne dit rien quand il y a un génocide, si les responsables avouaient, qui le disent en public, qui disent il faut tuer tout le monde, nous allons accomplir je ne sais quelle prophétie qui se trouve dans la Bible.
Si cela ne risque rien, alors nous nous désignons à l'attention du monde comme le camp des dominateurs qui imposent leurs règles. Et j'ai dit, je prendrai un exemple qui n'a rien à voir, l'exemple des sanctions contre la Russie. Si vous comptez le nombre de pays qui ont voté les résolutions à la fin, oui, il y a une majorité. Si vous comptez les populations représentées par les votes oui et non, c'est les votes non qui l'emportent. Et c'est un problème. Et c'est un problème. Alors on peut dire que les gouvernements ne sont pas représentatifs. Alors bon, dans ce cas-là, c'est fini. Il n'y a plus de droit international et il n'y a plus de concert des nations. De la même manière, l'accélération à laquelle nous sommes confrontés dans la zone Asie-Pacifique, de la pression pour régler le conflit économique de prédominance entre les États-Unis et la Chine, qui savent qu'en toute hypothèse, les États-Unis ne peuvent plus rattraper la Chine. En toute hypothèse, ils ne le peuvent plus. Et comme l'a dit le conseiller économique de M. Biden, dont le nom m'échappe à cet instant, mais je vais le retrouver une page plus loin dans mes papiers. Cet homme qui est, Brian Deese, il a dit « Il n'y a pas de solution de marché contre la montée de la Chine ». Ensuite, M. Jack Sullivan, qui est le conseiller sécurité des États-Unis d'Amérique, a dit, ce qu'il a dit, son discours, on croirait une résolution des forums sociaux altermondialistes. Il dit, la politique qui consiste à baisser les prix et les salaires et à créer des droits de douane, à supprimer des droits de douane, n'est plus une politique applicable aux États-Unis d'Amérique parce qu'elle nous a coûté l'existence de notre classe moyenne. Alors lui, au moins, c'est clair. Ce qu'il y a de bien avec les Américains, c'est qu'ils ne tournent pas autour du pot. Ils disent toujours les choses très clairement. Voilà. Dans cette zone, nous sommes mis en très grand danger par cette politique agressive. Vous avez là le 50%, que je ne dise pas de bêtises pour les chiffres, parce que j'ai repris ma fiche tout à l'heure. Les 2/3 de la population mondiale, 2/3, il faut que les Européens s'habituent à cette idée. Nous avons les 2/3 du commerce international. Nous avons 90% du trafic maritime commercial qui passe par là. Et c'est comme si ça n'existait pas. Les Européens n'en parlent pas. Ils ont un problème avec la Chine à propos de certains composants, à propos de certains objets. Et tout d'un coup, s'invente un protectionnisme, comme ça, qui surgit, tout en fermant les yeux sur le fait que les États-Unis ont établi un protectionnisme terrible qui les concerne aussi, une concurrence déloyale en subventionnant leurs industries par des droits de douane, y compris contre les Chinois. Tout ça, ça n'existe pas. Comme si nous étions un seul et même pays. Tout ça nous met en danger parce qu'il y a une montée de la tension qui nous met tous en danger. Et pour la première fois, on a entendu le président des États-Unis, c'était il y a 4 jours, M. Biden, dire « Nous devons nous préparer à des confrontations nucléaires ». M. Biden, pas un sous-conseiller de je ne sais pas quoi. Donc, de qui peut-il bien être en train de parler? Évidemment de la Chine. Donc, je pensais que c'était la Russie. Le fait que, oui, mais il y a des institutions internationales, c'est indifférent. Il y a l'Organisation mondiale du commerce, il y a l'ONU. Mais si vous acceptez qu'un pays comme celui que dirige M. Netanyahou dise l'ONU, c'est une organisation terroriste antisémite, alors évidemment, il n'y a plus aucune organisation possible. Nous sommes les partisans du droit contre la force, même quand nous ne sommes pas contents du droit. Et nous ne sommes pas contents du droit international. Mais nous préférons le droit à la force. Voilà. Oui, justement, dans ces sujets internationaux, je ne voulais pas rater l'opportunité de vous demander votre avis sur ce qui se passe au Venezuela en ce moment. Il y a une crise post-électorale. Le 28 juillet, il y a eu des élections présidentielles. Le Conseil national électoral a proclamé Nicolás Maduro comme président réélu, mais sans montrer les procès-verbaux, les preuves, les résultats discriminés bureau par bureau, etc. Et avec des gros doutes partout dans le monde sur cette réélection. Ah, si, c'est vrai. Et il y a eu, après ça, une grosse répression
Et là, maintenant, il y a 27 morts depuis le 28 juillet. Il y a eu aussi 2400 détenus de manière arbitraire. Donc, je voulais justement vous demander votre avis par rapport à cette crise post-électorale qui se passe au Venezuela. Oui, c'est rien de nouveau sous le soleil, hein. Après chaque élection au Venezuela, l'opposition, qui en général n'a eu qu'une seule fois des propos modérés, mais tout le reste du temps, c'est une opposition d'extrême droite d'une violence totale. Je ne peux pas oublier que la chef politique de la coalition est une personne qui avait même demandé l'intervention militaire d'Israël pour régler le problème de Maduro. Donc vous ne m'en voudrez pas de ne pas croire à tout ce que dit l'opposition. Alors, ça déjà pour commencer. Je rappelle qu'après chaque élection au Venezuela, il y a des mouvements, des accusations, bon. Donc pour moi, c'est assez traditionnel et il est, à mes yeux, peu probable que ce que raconte cette opposition soit la vérité. Parce que je me rappelle de l'année où ils avaient attaqué 2 ambassades, où ils avaient brûlé vif un policier, et bon, tout le monde avait l'air de trouver ça normal. Alors après, moi, ce qui m'interpelle, en effet, c'est que le résultat de M. Maduro est nettement en baisse par rapport au résultat précédent, donc il semble qu'il y a une usure du pouvoir réelle au Venezuela. Voilà. Alors, bon, des gens ont fait différentes propositions, nous allons voir ce que répond le pouvoir au Venezuela. Nous avons toutes sortes, comme toujours dans ces situations de crise, l'opposition a dit qu'ils avaient des documents qui prouvaient, après on a prouvé que les documents étaient faux, enfin bon, honnêtement, je ne me vois pas me mêler de cette... Je souhaite partout et pour tout le monde, y compris pour mon propre pays, des élections libres, honnêtes et sincères, voilà. Mon point de vue est le même pour la terre entière. Oui, le centre Carter, par exemple, même l'ONU, la mission électorale qui est allée au Venezuela pour aider, participer à ces élections, on dit que justement ces résultats annoncés par le Conseil national électoral n'étaient pas crédibles parce que déjà il n'y avait pas les résultats présentés officiellement et parce qu'il n'y avait pas les preuves, les procès-verbaux, les actes, les documents. Donc il n'y a pas que l'opposition qui le dit, c'est ça que je voulais Oui. Non, mais j'entends ça, donc ça mérite intérêt et attention, mais l'homme politique expérimenté que je ne suis ne croira jamais que l'opposition d'extrême droite vénézuélienne mérite mieux que le mépris que je lui destine. Après, je vous le redis, au Venezuela, comme ailleurs, vivent les élections libres, transparentes et tout ça. Moi, j'ai entendu aussi beaucoup d'experts dire que les élections au Venezuela présentaient, avant celle-ci, mais même après d'autres, que c'était un haut niveau de sécurité. Et puis en plus, je crois qu'il y a plusieurs chefs d'État amis qui aussi demandent des choses particulières au gouvernement du Venezuela. Il y a des déclarations de Gustavo Petro, de Lula, voyons, et puis qu'ils s'arrangent entre eux. Pardon ? Qui demandent de présenter les documents. Oui, très bien, parfait. J'ai rien à dire contre. Enfin, je me demande si c'est par, affinité automatique ou sympathie politique automatique. Ma sympathie politique, c'est pas un mystère, elle va au chavisme. Mais non, je ne mets pas ma sympathie politique au-dessus des valeurs démocratiques auxquelles je crois. Mais la plupart des gens qui sont en train de faire des gesticulations à propos de la démocratie au Venezuela se contrefoutent de la démocratie dans d'autres pays, y compris les leurs. Alors, disons que ça nourrit chez moi un certain scepticisme sur leur sincérité à eux, pas sur la mienne. Moi, je sais que je suis partisan des élections libres, transparentes, dans tous les pays du monde. Mais eux, je sais que ce n'est pas le cas.